Je suis Céline Legrand, consultante Syndex depuis plus de 20 ans et spécialisée plus particulièrement dans toutes les missions qui tournent autour des politiques sociales que nous exerçons auprès des élus des CSE. Moi, je suis Samuel Pasquier, intervenant à Syndex depuis plus de 20 ans aussi, 22 ans. On est vieux, hein. Et donc spécialisé dans les politiques sociales et plus particulièrement l'accompagnement des représentants des salariés sur les sujets de GPEC, gestion des emplois et des compétences, et notamment dans le cadre de la négociation d'accords d'entreprise. Voilà, nous sommes accompagnés de Joséphine Delorme qui nous soutient techniquement. Et c'est elle qui répondra éventuellement à vos questions d'ordre technique dans le fil de la discussion. Par contre, pour les questions plus spécifiques à ce thème de webinaire qui est la GEPPMM, comment négocier un bon accord, je vous invite à poser vos questions dans l'onglet Q&R, donc questions et réponses. Et nous apporterons les réponses par écrit au fil de l'eau. Et on prendra un temps en fin de webinaire pour les questions orales. Soit Samuel et moi-même répondrons oralement aux questions qui seront peut-être un peu posées à l'écrit et un peu complexes, en tout cas pour y répondre par écrit, ou communes, en tout cas la plupart d'entre vous, et où on vous passera aussi le micro, on vous ouvrira le micro plutôt, pour que vous puissiez vous exprimer et poser de vive voix votre question. Donc, comment négocier un bon accord de GEPPMM? Vaste sujet, nous n'épuiserons pas la question dans le temps du webinaire, mais on va essayer de vous donner un maximum de points de repère et d'éléments de compréhension, quelques trucs, astuces, méthodes pour essayer de négocier le meilleur accord possible. On commencera par rappeler le cadre légal de cette négociation. On se posera ensuite la question du diagnostic préalable nécessaire. Puis on abordera quelques outils, leviers et moyens utiles pour accompagner les emplois et les parcours professionnels des salariés. On fera un focus sur quelques points de vigilance dans le cadre de la négociation de ce type d'accord et on terminera par quelques conseils pour négocier le meilleur accord possible. Et on va donc commencer, comme je le disais, par repréciser succinctement le cadre légal de cette négociation. Alors, quand on parle de GEPPMM, vous ne connaissiez peut-être pas par cœur cet acronyme. Il coexiste avec d'autres. Le plus connu, c'est la GPEC ou GPEC, c'est le plus ancien. Ça veut dire gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. On le retrouve à deux endroits du Code du travail. On le retrouve dans l'article qui parle de la consultation du Comité social et économique sur les orientations stratégiques. Cette consultation doit inclure les conséquences des orientations stratégiques sur les emplois, les compétences et donc la gestion prévisionnelle de ces derniers. Et cette GPEC est aussi un des éléments de la négociation sur la GEPP ou GEPPMM. La GEPP, c'est le minimum légal. C'est la partie du Code du travail qui parle de la négociation obligatoire dans son socle minimum, c'est-à-dire la partie d'ordre public du Code du travail. Peut-être que tout le monde aujourd'hui ne le sait pas, mais le Code du travail, depuis les 2017, depuis les ordonnances Macron-Pénicaud, est devenu pour partie optionnel. On dit supplétif. Donc, il y a une partie d'ordre public qui parle d'une négociation GEPP sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, avec un minimum tous les 4 ans à partir d'un seuil de taille d'entreprise dont on va parler dans un instant. Mais par défaut, c'est la partie supplétive, c'est-à-dire optionnelle du Code du travail qui s'applique si vous n'avez pas décidé dans votre entreprise avec votre employeur d'appliquer d'autres règles du jeu. C'est le Code du travail supplétif qui s'applique et celui-ci dit que cette négociation obligatoire doit se tenir tous les 3 ans
et elle porte sur la gestion des emplois, des parcours professionnels et la mixité des métiers. Donc, vous voyez, GEPPMM. Donc, voilà, plusieurs acronymes qui coexistent et qui veulent dire à peu près la même chose. Personnellement, moi, je préfère encore parler de SPP, de sécurisation des parcours professionnels, qui vont dans le sens d'une protection des salariés. Alors, concrètement, si on se focalise sur la partie qui s'applique par défaut, le droit supplétif, donc tous les 3 ans, je vous le disais, il y a un seuil à cette obligation légale. Ce seuil, c'est les entreprises et les groupes de plus de 300 salariés en France ou de plus de 150 salariés en France si le groupe est de dimension communautaire, c'est-à-dire qu'il a plus de 1000 salariés dans l'Union européenne, dont plus de 150 salariés dans 2 pays de l'Union européenne. Rien n'interdit, on est d'accord pour autant de négocier un accord de GEPPMM dans les entreprises qui sont en dessous de cette taille de 300 salariés, et l'obligation légale porte sur les entreprises qui dépassent ce seuil. Vous voyez qu'il existe un assez grand nombre de thèmes prévus par la loi dans cette négociation, des thèmes qui doivent être systématiquement abordés, comme par exemple, on a surligné en jaune ceux qui nous paraissent les plus fréquents, les plus structurants, même si ça dépend bien entendu de la situation de l'entreprise. Des thèmes systématiques comme la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, tout ce qui va toucher à la gestion de la formation des salariés, ce qui va toucher aussi à la réduction du recours aux emplois précaires. Et puis de façon plus optionnelle, la négociation peut aussi porter sur d'autres sujets, dont le fait de qualifier les catégories d'emploi menacées et de se soucier de l'insertion des nouveaux recrutés dans l'entreprise, de la transmission des savoirs et de la gestion des parcours des salariés âgés. Très opérationnellement, si on se pose maintenant la question de comment on mène cette négociation, il faut commencer par préparer le terrain. Qu'est-ce que ça veut dire préparer le terrain? Ça veut dire déjà commencer par poser un diagnostic de la situation. L'avenir des emplois et des compétences dans l'entreprise est directement lié à l'avenir de l'entreprise elle-même dans son environnement économique. Comment vont évoluer les marchés? Est-ce qu'ils vont plutôt être en croissance, en décroissance, en mutation, liées à des évolutions technologiques ou réglementaires? Dans ce cadre-là, est-ce que la direction de l'entreprise planifie des évolutions particulières? Est-ce qu'elle infléchit sa stratégie? Et quelles seront les conséquences de ces évolutions stratégiques sur les emplois et les compétences? Est-ce que ce sera plutôt globalement des embauches, plutôt au contraire, dans le pire des cas, des licenciements, ou en tout cas une diminution de l'effectif, le besoin de déplacer les salariés, de les faire changer de métier ou de lieu géographique, le besoin d'adapter leurs compétences? C'est toutes ces questions qui doivent se poser avant de négocier l'accord, parce qu'en fonction de comment on voit la situation de l'entreprise dans 3 ans, par exemple, on ne va pas forcément mettre les mêmes outils, les mêmes leviers, les mêmes moyens, négocier la même chose dans le futur accord. Et pour mener ce diagnostic, les 2 possibilités les plus fréquentes et qui sont complémentaires, nous on vous suggère d'appuyer sur ces 2 leviers, c'est de se servir de la consultation annuelle du CSE sur les orientations stratégiques, dont on a vu qu'elle doit porter aussi sur la GPEC. C'est l'occasion de poser un diagnostic qui en plus sera renouvelé tous les ans. Vous savez que dans ce cadre-là, le CSE a le droit de se faire aider d'un expert comptable. Et puis, l'autre possibilité complémentaire que nous préconisons également, c'est en amont du processus de négociation, réaliser conjointement avec la direction un diagnostic préalable de la stratégie et de la situation des emplois et des compétences aujourd'hui et des emplois et des compétences dont on aura besoin demain ou dans les prochaines années. Diagnostic qui peut être fait donc en interne à l'entreprise, mais aussi avec l'appui d'un consultant externe qui peut être choisi par les représentants des salariés dans un cadre contractuellement accepté par l'employeur. Une fois qu'on a réalisé ce diagnostic, en espérant qu'il soit partagé entre les représentants des salariés et la direction, on aura une vision un peu claire des enjeux. Et ces enjeux, qui pourront être de nature diverse, on va donner quelques exemples à la page suivante, eh bien, on les posera
dans le préambule du futur accord. Le préambule d'un accord, ça ne sert pas juste à faire joli. Il donne son sens à l'accord. Il doit permettre d'expliquer à ceux qui ne sont pas les négociateurs de l'accord quelle est la raison d'être de cet accord, quels sont ses objectifs, son économie générale, ses principales mesures. Il doit donner son sens à l'accord. Il faut avoir à l'esprit qu'en cas de conflit dans l'interprétation de telle ou telle mesure de l'accord, si on va devant le juge qui doit interpréter l'accord, il pourra se référer au préambule en disant « mais finalement, c'est quoi la philosophie de cet accord, son sens profond ». Donc, le préambule ne doit pas être bâclé, il faut essayer de l'orienter vers quelque chose qui soit le plus protecteur possible pour les salariés, comme par exemple préserver au maximum l'emploi, donner aux salariés le maximum de possibilités pour un parcours enrichissant. Et c'est les quelques exemples qu'on donne à la page suivante. Par exemple, donner l'accès à la formation à des salariés qui ont été éloignés de la formation, stopper la déqualification des métiers, apporter des réponses aux salariés les plus fragilisés. Voilà. Là où l'employeur pourrait être tenté par des formulations un peu différentes, comme garantir l'avenir de l'entreprise, améliorer la profitabilité de l'entreprise dans un environnement concurrentiel et changeant, etc., etc. Donc, premier point de vigilance, bien inscrire les enjeux protecteurs pour les salariés dans le cadre de ce préambule qui va donner à l'accord son sens. Si on entre maintenant dans la question de contenu de l'accord, ça va être l'occasion d'aborder quels peuvent être les différents, ou plutôt les principaux leviers et outils de la gestion des emplois et des parcours professionnels. Je dis les principaux parce que nous n'aurons pas le temps matériel d'entrer dans le détail de tous, et ce n'est pas l'objet. Vous voyez que la palette d'outils pour sécuriser les parcours professionnels relève d'un assez grand nombre de dimensions. On va aborder quelques-unes de ces dimensions qui, de notre point de vue, sont les principales, ou en tout cas celles qui nécessitent le plus fréquemment d'être mises en œuvre. Je vais passer rapidement sur la problématique des recrutements. On est dans le cas de figure positif où l'entreprise a besoin de se développer, de recruter de nouveaux salariés. Ça pose la question du plan de recrutement et du dispositif de recrutement qu'elle met en place pour être efficace et pour réussir ces recrutements. Une fois qu'on a recruté, ce n'est pas tout. Il faut intégrer les salariés, s'assurer qu'ils restent dans l'entreprise. Il y a actuellement des secteurs d'activité où il est non seulement difficile de recruter, mais où les salariés se font débaucher rapidement par les entreprises concurrentes. Donc, ça veut dire qu'il faut prévoir dans l'accord des dispositifs qui faciliteront l'intégration des salariés et qui leur donneront envie de rester dans l'entreprise. Et puis enfin, il y a le sujet de la transmission des compétences pour s'assurer que les nouvelles recrues pourront être opérationnelles rapidement et avec efficacité. Le second grand sujet sur lequel on vous propose de faire un petit focus, c'est celui de donner de la visibilité aux salariés dans l'entreprise, pas seulement les nouvelles recrues, mais aussi l'ensemble des autres salariés, sur les parcours professionnels qui sont possibles au sein de l'entreprise. Il existe un certain nombre d'outils, de moyens, de process qui le permettent. On en donne quelques exemples ici, comme disposer de fiches de poste à jour, de référentiels de métiers et de compétences à jour, d'exemples de parcours type possibles pour les salariés, de mise en évidence de passerelles entre les métiers. Ça peut être aussi le fait de donner à voir aux salariés, par exemple dans l'intranet, les offres d'emploi publiées en donnant la priorité aux salariés en interne avant de chercher à recruter en externe. Ça peut être l'organisation de journées de découverte des métiers dans l'entreprise. Et puis, le must, ça peut être une immersion temporaire d'un salarié dans un autre métier, sur le mode vie ma vie, ou pendant un jour, une semaine ou plus. Il aura l'occasion de voir quelle est la teneur et le contenu du métier qu'il envisage avant de prendre une décision définitive.
troisième grand levier, et je vais passer un petit peu de temps sur celui-ci, c'est de notre point de vue l'un des plus importants, c'est l'entretien professionnel. L'enjeu, c'est de prendre en compte les attentes du salarié. Les entreprises ont tendance à avoir une logique un peu descendante en mettant en œuvre leur plan de recrutement, de développement des compétences, de parcours professionnel. Il y a un sujet qui est fondamental, c'est de prendre en compte les attentes du salarié. Et en France, on a de la chance, il existe un outil légal qui le permet, c'est l'entretien professionnel, qui doit normalement se tenir dans toutes les entreprises pour chaque salarié au moins tous les 2 ans, qui ne doit pas se confondre avec l'entretien annuel d'évaluation, dans la mesure où là, il ne s'agit pas d'évaluer le salarié sur ses performances de l'année et de lui donner des objectifs pour l'année prochaine, mais de parler de son parcours professionnel dans l'entreprise sur du moyen et long terme, de recueillir ses attentes, de lui ouvrir le champ des possibles. Et cet entretien, si le contenu de cet entretien est correctement relevé, et aujourd'hui il existe des SIRH performants qui peuvent, dans lesquels on peut recueillir les souhaits des salariés et les transformer en données utilisables, ça peut être un formidable outil pour mettre en adéquation les souhaits du salarié d'un côté et les besoins de l'entreprise. Malheureusement, trop souvent, c'est considéré par les employeurs, cet entretien professionnel, comme une obligation légale un peu barbante dont on est obligé de s'acquitter. Dans les pires des cas qu'on peut rencontrer, c'est tenu sur des fichiers, sur des fiches papier écrits au stylo, puis ça dort dans un tiroir et plus personne ne les regarde jusqu'à l'entretien suivant. Ça peut être aussi conduit par des managers qui ne sont pas formés à la conduite de l'entretien professionnel et à la mise en exergue des enjeux pour l'entreprise et pour les salariés. Et les informations ne sont pas toujours suffisamment exploitées. Et c'est dommage parce que ça peut être véritablement une mine pour la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Comme le montre cette illustration tirée d'un cas réel, d'une mission de Syndex où on avait été amené à assister les représentants des salariés et l'employeur dans la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences d'un des métiers de l'entreprise, celui de l'installation d'équipements. Donc, il y avait des entretiens professionnels qui étaient menés, mais qui n'étaient pas exploités parce que la direction disait qu'elle n'avait pas le temps de le faire. Donc, nous, on a exploité ces données. Et qu'est-ce qu'on a mis en exergue, comme vous le voyez dans le camembert sur la droite du document, c'est qu'un quart des salariés de ce métier de l'installation voulaient migrer vers un autre métier qui était la maintenance. Pour différentes raisons, parce que ça limitait les grands déplacements, parce que c'était une activité plus stable, moins soumise à aléas. Et ça a permis de mettre en évidence le fait qu'en faisant migrer régulièrement des salariés de ce métier vers la maintenance, on pouvait mieux gérer les compétences dans l'entreprise plus facilement que de recruter en externe. Quatrième levier sur lequel on a un focus, c'est la formation, bien évidemment. C'est un des outils majeurs de la gestion des compétences. C'est former les salariés régulièrement pour adapter leurs compétences aux évolutions des besoins de l'entreprise, d'une part, et puis aussi pour garantir l'employabilité du salarié, que ce soit dans l'entreprise ou en dehors de l'entreprise. Il y a un certain nombre de leviers légaux obligatoires, comme les orientations pluriannuelles de la formation, sur laquelle le CSE doit être consulté régulièrement, non seulement dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques, mais aussi la consultation sur la politique sociale. Il y a le plan de développement des compétences, ex-plan de formation, qui doit être réalisé tous les ans et sur lequel doit également être consulté le CSE. Il y a le bilan annuel de ce plan qui doit être réalisé tous les ans et sur lequel le CSE doit être consulté. Et puis, vous avez cet outil depuis quelques années, le compte personnel de formation du salarié, qui parfois est totalement ignoré par l'employeur. Parfois, au contraire, l'employeur le voit comme une source de financement bien utile sur lesquels il aimerait pouvoir ponctionner le maximum. Parfois, il y a des dispositifs intelligents qui combinent une grande liberté du salarié sur l'utilisation de son CPF avec un abondement possible par l'employeur dans certains cas de figure. Voilà, ça fait partie des sujets sur lesquels se questionner quand on négocie un accord de GEPP.
Cinquième sujet majeur, c'est celui de la mobilité professionnelle, c'est-à-dire changer de métier, ou bien géographique, c'est-à-dire changer de lieu de travail. Parfois, il est nécessaire ou souhaitable pour l'entreprise que les salariés puissent changer de métier quand il y a un métier qui décline et puis un autre qui se développe. Et parfois, la mobilité géographique est nécessaire pour d'autres raisons. Et dans ces cas-là, il existe des dispositifs qui peuvent faciliter, inciter ou en tout cas rendre moins douloureux ces mobilités, comme des périodes réservées aux salariés internes à l'entreprise en cas de poste à pourvoir, c'est ce qu'on a déjà abordé tout à l'heure, des dispositifs qui facilitent l'intégration du salarié dans son nouveau poste. Dans le cas d'une mobilité géographique, des dispositifs qui facilitent le déménagement du salarié. Rien que là-dessus, on pourrait faire un webinaire rien que sur l'aide au déménagement. On n'aura pas le temps d'aller plus loin. Le droit pour sécuriser le salarié, il y a des possibilités de lui donner un droit au retour sur un poste qui est équivalent au poste qu'il a quitté, s'il s'aperçoit que son nouveau poste ne lui plaît pas. Et puis on peut imaginer aussi tout un tas de dispositifs incitatifs et de reconnaissance de la mobilité, de l'effort de mobilité, comme une promotion liée à la mobilité, des primes incitatives, etc., etc. Un petit point de vigilance ici sur ces mobilités. Depuis quelques années, il existe les accords de performance collective qui peuvent contraindre le salarié à une mobilité qu'il ne souhaite pas. Et s'il la refuse, il peut du coup être amené à être licencié, même si son contrat de travail ne prévoit pas cette mobilité. Donc faites très attention quand vous négociez un accord de GEPP-MM à ce que cet accord ne soit pas qualifiable d'accord de performance collective. On reviendra un petit peu sur le sujet tout à l'heure dans les points de vigilance. Points de vigilance que nous abordons justement maintenant. Alors, dans ces points de vigilance, en plus de l'accord de performance collectif, les employeurs peuvent se servir de l'accord de GEPP-MM comme un accord aussi qui va servir à faire partir les salariés. C'est une alternative au PSE, un plan de licenciement économique qui sont brutaux. Des accords de GEPP-MM peuvent être l'occasion de faire partir au fil de l'eau régulièrement des salariés. Des outils le permettent, comme la rupture conventionnelle collective, le congé de mobilité, pour en citer deux. Alors, c'est toujours un dilemme pour les représentants des salariés de se dire, si je suis un peu manichéen, on peut se dire soit vous refusez en bloc en disant il n'est pas question de négocier un accord dans lequel il y a ce type de dispositif, mais parfois certains salariés peuvent être aussi demandeurs de partir avec une prime dans le cadre d'une rupture conventionnelle collective. C'est vraiment à vous de faire ce choix et de juger de l'opportunité de ces outils. Si vous pensez que ce n'est pas à exclure d'office, ça veut dire qu'il faudra bien border ces outils dans l'accord. Il faudra que l'accord inscrive clairement dans quel cas de figure cet outil peut être mobilisé, dans quel cas de figure il peut se déclencher, quelle sera la population concernée, est-ce que c'est tous les salariés de l'entreprise ou seulement certains métiers, certains sites, certaines catégories. Il faudra s'assurer aussi que ces dispositifs respectent strictement le volontariat du salarié et voir comment on s'assure de ce volontariat réel. Il faudra prévoir des contreparties qui seront équitables et justes pour le salarié concerné par ce dispositif de sortie. Et puis enfin, et ce n'est pas anodin du tout, il faudra que vous, représentants des salariés, vous ayez un droit de regard et de contrôle sur la mise en œuvre de ces dispositifs. Deuxième point de vigilance, si on exclut toute la partie disposition pour faire partir les salariés, pour le reste, très très souvent, beaucoup trop souvent, et je dirais même dans la majorité des cas, comme la négociation des accords de GEPP-MM sont une obligation légale, vous avez beaucoup d'employeurs qui s'acquittent de cette obligation légale avec en faisant le minimum, et ces accords se contentent souvent d'être une liste, un catalogue d'obligations légales. C'est-à-dire que vous signez l'accord, que vous ne le signez pas, ça n'a aucun impact dans la vie courante des salariés, puisque de toute façon, les dispositifs qui sont inscrits dedans sont des obligations légales. Je parle du plan de développement des compétences, par exemple, qui est une obligation. L'entretien professionnel dont on a parlé tout à l'heure, qui est une obligation.
C'est souvent l'occasion, ces accords, de rappeler des dispositifs que le salarié peut mobiliser, comme des bilans de compétences, des validations des acquis de l'expérience, les fameuses VAE, et tout un ensemble de dispositifs auxquels, de toute façon, il a droit. Le problème de ces accords, alors c'est toujours mieux, bien sûr, de rappeler les obligations légales, c'est mieux que rien. Mais ces accords, ils ne comportent pas d'objectifs, pas d'engagement et encore moins de moyens associés. D'où les questions qu'il faut se poser pour signer le meilleur accord possible. Et en lien direct avec ce que je viens de dire, s'il y a une seule page que vous devez retenir de ce webinaire, de mon point de vue, c'est celle qui s'affiche en ce moment. C'est qu'un bon accord, il doit prendre des engagements concrets et mesurables. Comme je le disais, vous avez trop souvent des accords qui se contentent juste de retranscrire la loi ou qui vont au-delà en affirmant un principe. Et c'est très bien d'avoir des principes et de les affirmer, mais au-delà, ça n'engage pas à grand-chose. Ce qui commence à engager, c'est d'inscrire clairement dans l'accord. Par exemple, on se fixe comme priorité de consacrer un effort de formation particulier pour les salariés qui sont positionnés sur un métier en mutation, par exemple. Ce n'est pas forcément suffisant. Si en plus on dit pour ces salariés-là, on s'engage à ce qu'ils aient un minimum ou une moyenne de tant d'heures de formation par an pendant la durée de vie de l'accord, c'est mieux. D'où l'importance de fixer dans l'accord et de faire écrire dans l'accord des objectifs concrets et mesurables. Et enfin, et il est assez rare que les projets d'accord qu'on voit passer aillent jusque-là, c'est qu'il faut en plus prévoir les modalités pratiques et les moyens pour réussir à tenir ces objectifs. J'ai souvent vu des accords très bons sur le papier, et puis quand on en tire le bilan au bout de quelques années, on s'aperçoit que ces objectifs intéressants, protecteurs pour les salariés, n'ont pas vraiment été atteints parce qu'on n'avait pas prévu les moyens pour les mettre en œuvre. Si par exemple on dit qu'on va doubler l'effort de formation, améliorer l'ingénierie de la formation pour qu'elle colle mieux aux besoins des salariés, mais que derrière on ne renforce pas par exemple l'effectif de la fonction ressources humaines, le service formation par exemple, qui est déjà débordé par d'autres tâches et qui n'a pas le temps de mettre en œuvre ce qui a été négocié dans l'accord, ça ne sert à rien. Donc ça veut dire qu'il faut réfléchir aussi au moment de la négociation de cet accord aux modalités pratiques et aux moyens. Alors, ces modalités pratiques et ces moyens, pour s'assurer que les engagements seront respectés, ils sont de différentes natures. Il y aura, alors déjà pour se mettre en jambe et pour se donner une idée de l'ampleur de la tâche, c'est commencer par tirer le bilan de l'accord précédent, s'il y avait un accord de GPEC déjà existant dans l'entreprise. C'est regarder ce qui a été réellement mis en œuvre, ce qui n'a pas été mis en œuvre et pourquoi. Et ce qui a été mis en œuvre, est-ce que ça a été fait correctement ou est-ce que c'est améliorable? Et puis, c'est un retour d'expérience qui peut nourrir justement la réflexion dans l'accord le nouvel accord que vous allez négocier, nourrir la réflexion sur les moyens et les process pour que ça fonctionne. Est-ce qu'il faut renforcer la fonction RH sur tel ou tel dispositif comme la formation? Est-ce qu'il faut renforcer le moyen et sécuriser, sanctuariser un budget pour la formation professionnelle, etc., etc. Ensuite, il faudra aussi que l'accord prévoie, dans le corps de l'accord ou en annexe, une liste d'indicateurs de suivi pour s'assurer régulièrement, au minimum tous les ans, de la mise en œuvre effective de l'accord. Si par exemple l'accord prenait des engagements sur un nombre de bilans de compétences par salarié, un indicateur pourra être nombre de bilans de compétences réalisés au cours de l'année, nombre d'heures de formation réalisées, taux de réalisation des entretiens professionnels, etc., etc. Et enfin, il faut que quelqu'un soit en charge du suivi et du contrôle de la mise en œuvre de cet accord. De notre point de vue, il ne doit pas y avoir d'accord collectif, et ça vaut pour la GEPPMM comme pour n'importe quel accord collectif. Il ne doit pas y avoir d'accord collectif sans commission de suivi qui soit dotée de moyens, de temps, qui se réunissent régulièrement
et qui ait des pouvoirs pour faire appliquer l'accord et éventuellement interpréter l'application de l'accord. Commission de suivi qui doit être paritaire avec des représentants des salariés et des représentants de la direction. Pour négocier un bon accord, comme personne n'est expert en tout, que vous, en tant que négociateurs syndicaux, vous êtes amenés à négocier sur des sujets divers, variés, de plus en plus techniques, vous êtes légitime à vous faire accompagner de 3 façons. La première, c'est de vous former en amont sur ce sujet-là. Il existe de nombreux organismes qui peuvent le faire. Ça peut être financé soit sur le budget du CSE, soit vous pouvez négocier avec votre employeur qui vous finance, à condition que ce soit vous qui choisissiez l'organisme et pas l'employeur qui vous impose un organisme patronal à sa sauce. Ensuite, pendant le processus de négociation, on vous suggère fortement de vous faire assister de 2 types de conseils. Un appui conseil technique sur le diagnostic des enjeux de GPEC, le diagnostic préalable, et puis ensuite sur les bons outils à mettre en place dans le cadre de l'accord et bien les calibrer. Ça peut par exemple être l'expert comptable de votre CSE. Et puis en parallèle aussi, un appui conseil juridique qui peut être l'avocat du CSE ou les juristes de vos syndicats pour vous assurer que l'accord respecte bien l'état de l'art d'un point de vue juridique et respecte bien les différentes obligations légales inhérentes à ce type d'accord. Dans le cadre de la négociation, le calendrier et le processus doivent être bien adaptés aux enjeux. Alors, dans un monde idéal, ça ne se fait pas toujours et ça se fait, à vrai dire, assez rarement pour un accord de GEPPMM, mais nous, on préconise que tout soit prévu dans un accord de méthode préalable, c'est-à-dire que c'est un accord avant l'accord. C'est un accord qui dit voilà quels seront les moyens, le calendrier, le temps qu'on se donne pour négocier ce futur accord de GEPPMM. Et dans tous les cas, même si vous ne recourez pas à un accord de méthode, il faudra sécuriser, ça peut être juste un email de la part de la direction, mais quelque chose qui précise clairement les dates des réunions, les thèmes de ces réunions, en se donnant un petit peu de souplesse pour pouvoir ajuster, ajouter des réunions intercalaires s'il y a besoin d'un peu plus de temps. Le nombre de réunions devrait être suffisant pour pouvoir traiter les sujets suffisamment en profondeur. Les réunions devront être suffisamment espacées pour avoir le temps entre 2 réunions de se coordonner et de préparer la future réunion. Et enfin, la direction, alors là aussi les directions ne le font pas toujours, elles le font même assez rarement, mais idéalement, il faudrait qu'elles vous envoient avant les réunions les documents qu'elles prévoient de vous présenter en réunion afin que vous puissiez préparer efficacement ces réunions, préparer vos questions et vos revendications. Nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. Et il arrive que la direction traîne un peu des pieds pour mettre en œuvre cette négociation GEPPMM. Alors, la bonne nouvelle, c'est que comme c'est une négociation obligatoire tous les 3 ans, vous avez des moyens pour la contraindre à mettre en œuvre cette négociation si elle traîne les pieds, jusqu'à mobiliser l'inspection du travail, voire, dans le pire des cas, intenter une action au tribunal. Pour autant vous pouvez obliger un employeur à mettre en œuvre la négociation, autant c'est compliqué de le faire adhérer par la contrainte. Et la négociation pourrait n'être que formelle s'il n'en voit pas l'intérêt ou s'il ne joue pas le jeu. Donc, de toute façon, vous allez être contraint, si l'employeur traîne des pieds, à le convaincre de l'utilité de la démarche et lui montrer qu'elle est dans son intérêt. Qu'il est dans son intérêt d'anticiper les évolutions dans les emplois et les compétences, parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Et que s'il réfléchit collégialement, c'est-à-dire avec vous, représentants des salariés, au bon dispositif pour accompagner les changements, ça sera du gagnant-gagnant. Quand il y a consensus, tout le monde est aligné, tout le monde est d'accord, tout le monde est motivé, et c'est au final plutôt avantageux pour l'entreprise. Et ça ne lui coûte pas forcément cher d'ailleurs. Il y a des tas de dispositifs, on n'aura pas le temps de le détailler là dans le cadre de ce webinaire, mais il existe des tas de dispositifs qui sont gratuits ou pas très chers, qui relèvent plus d'une meilleure efficacité de l'entreprise et de son organisation que de moyens coûteux. On en profite pour parler au passage
qu'une négociation doit être loyale, hein. Il y a un principe de loyauté qui est que quand on s'engage dans une négociation, c'est qu'on a l'intention d'aboutir à un accord. Et pour l'employeur, ça veut dire qu'au minimum, il doit vous remettre les informations nécessaires pour la négociation, apporter les réponses motivées à vos questions et à vos revendications. Il doit déterminer un calendrier loyal. Et puis, les points de négociation au fil des différentes réunions doivent être tracés. Il doit y avoir des comptes rendus de chaque réunion de négociation, de façon à ce qu'en fin de négociation, si personne n'a tracé, l'employeur ne dise pas « Quoi, mais non, je n'ai jamais dit ça, je ne vous ai jamais promis ceci ou cela, on ne s'est pas bien compris ». Et que là encore, si vous pouvez mettre en évidence et prouver qu'il y a eu un manque ou une absence de loyauté dans le cadre de cette négociation, il est toujours possible d'aller devant le tribunal. Alors non pas pour contraindre l'employeur à signer un accord. Hein. Un accord, il faut la volonté des deux parties pour le signer. Il n'y a que la négociation qui est obligatoire, pas la signature de l'accord, mais au minimum, ça peut être l'occasion déjà symboliquement de le forcer à être un petit peu plus volontaire. Et puis, d'autre part, dans le pire des cas, le contraindre à des dommages et intérêts, même si je ne suis pas certain que ceux-ci sont toujours très significatifs. Nous arrivons au terme de cette présentation, après laquelle on va écouter vos questions et essayer d'y répondre au mieux. Nous allons terminer par ce petit résumé qui reprend quelques principaux points clés, quelques ingrédients nécessaires de notre point de vue pour négocier le meilleur accord possible. C'est commencer par se former sur le sujet si vous pensez que c'est nécessaire. Ensuite, c'est établir conjointement avec l'employeur et idéalement avec l'aide de votre expert un diagnostic des enjeux sur l'avenir des emplois et des compétences dans l'entreprise, ce qui permettra ensuite de donner à l'accord des objectifs clairs, aussi ambitieux que possible pour protéger les salariés et qui devront être inscrits dans le préambule de l'accord. Ensuite, dans le corps de l'accord, ça sera d'obtenir des engagements précis, chiffrés, mesurables sur les sujets importants pour sécuriser les emplois et les parcours professionnels des salariés. Dans l'accord, il faudra prévoir aussi des outils, des moyens, des process pour s'assurer que ces engagements pourront être tenus. Et puis enfin, une fois que l'accord sera signé, tout au cours de sa mise en œuvre et régulièrement, au moins une fois par an, disposer d'une commission de suivi ou d'un dispositif, même si vous l'appelez autrement, qui s'assure de la bonne mise en œuvre de l'accord. J'ai beaucoup parlé pendant ces 40 premières minutes et on va maintenant vous écouter. Je vais passer la main à ma collègue Céline qui est en situation de voir les questions qui ont peut-être déjà été posées dans le cadre du fil de questions-réponses du webinaire. Merci Samuel. Alors j'ai un problème de vidéo, mais ce n'est pas grave, vous m'entendez normalement. Il n'y a pas eu beaucoup de questions. En tout cas, merci à Christian qui en a posé le plus, même s'il n'y avait pas un concours de questions. Et une qui reste en suspens, et les autres, je vous invite soit à lever la main, et on vous donnera la parole directement, soit à poser vos questions dans le chat de questions-réponses ou même dans le fil de discussion là où on échange depuis tout à l'heure les uns les autres. Donc, Christian posait la question en différé, est-ce qu'il ne vaut-il pas mieux 2 points de suivi annuel des indicateurs, puisqu'une seule commission de suivi annuelle peut éventuellement être un enregistrement de ce qui s'est passé, mais sans possibilité de corriger le tir. Donc, un premier niveau de réponse, et Samuel, éventuellement, tu compléteras. Effectivement, et surtout au début de la vie d'un accord de GEPPMM, il est peut-être intéressant de se revoir. Alors, tous les trimestres, ça fait peut-être un peu rapide, mais au moins tous les semestres, pour effectivement suivre les indicateurs, vérifier que ce soit bien les bons et corriger le tir, comme le dit Christian. Mais Samuel, tu as peut-être une question, une autre réponse plutôt à formuler. Effectivement, trop souvent, les commissions de suivi sont de simples chambres d'enregistrement, faute de moyens dédiés. Elles se réunissent 1 heure dans l'année et c'est très descendant de la part de la direction qui projette quelques slides et puis la réunion est finie.
effectivement, il faut prévoir ça, lui donner suffisamment de temps. Alors, les cas de figure les plus favorables que j'ai pu rencontrer prévoient des réunions trimestrielles de cette commission de suivi ou équivalent. Donc, ça veut dire qu'il faut effectivement penser la fréquence de ces réunions, et un rythme biannuel, c'est pas mal. On peut aussi imaginer, si vous n'arrivez pas à négocier plus qu'une fois par an, une réunion qui soit suffisamment longue, qui l'étaler sur au moins la journée et pourquoi pas 2 jours, et prévoir une liste de points à traiter de façon systématique, et notamment le traitement des sujets qui peuvent être un peu litigieux, voilà, pour garantir que cette commission puisse bien jouer son rôle. Enfin, on peut aussi imaginer une articulation entre cette commission et d'autres instances, comme par exemple la commission emploi-formation du CSE, qui peut bénéficier d'indicateurs aussi de suivi sur le sujet et qui peut s'articuler avec cette commission. On peut, dans le cadre d'un accord, c'est-à-dire d'un contrat, on peut tout imaginer. Ce qu'il faut, c'est bien réfléchir en amont pour ne pas se retrouver coincé. Ça veut dire réfléchir aussi aux moyens qu'on met derrière cette commission, prévoir des temps de préparation pour les représentants qui puissent faire des réunions préparatoires avant la commission. On peut aussi imaginer qu'elle soit accompagnée d'un expert qui peut contribuer à réaliser aussi les travaux préparatoires et à co-animer cette commission. Tout est possible en fait, puisque ça relève de la négociation. D'autres questions? Oui. Des questions de Delphine, mais qui intéressera tout le monde, notamment si le document sera transmis. Donc, le document, le support de présentation ainsi que le webinaire vous sera envoyé par mail d'ici la fin de semaine. N'hésitez pas à le partager autour de vous. Et Delphine toujours nous pose la question et nous précise qu'elle n'a pas d'accord GPEC, et elle demande si l'obligation d'avoir un accord GEPPMM commence dès 2022. Donc, je te laisse. L'obligation porte sur la négociation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas obliger des parties prenantes à se mettre d'accord et à signer. Donc, il n'y a pas une obligation d'avoir un accord. Par contre, il y a une obligation de négocier un accord qui se soldera à la fin, soit par la signature des parties en bas de l'accord, soit par un constat de désaccord si vous n'avez pas réussi à vous mettre d'accord avec votre employeur. Cette obligation de négocier, elle existe depuis longtemps. Ça a commencé avec la loi Borloo en 2005, ça a été renforcé et précisé par la loi Rebsamen de 2014 ou 2015, et ça a été reprécisé dans les ordonnances Macron-Péco de 2017. Donc, si votre entreprise qui dépasse le seuil de 300 salariés obligatoire n'a pas encore d'accord de GEPP, ça veut dire que sans attendre, vous pouvez demander à l'employeur d'engager dès que possible, et donc dès 2022, cette négociation. Il n'y a pas d'autres questions. Je ne vois pas de main levée. Je vérifie dans le chat des fois que j'ai loupé quelque chose. Donc, quoi qu'il en soit, de toute façon, même après la fin de ce webinaire, vous avez nos coordonnées qui figurent en dernière page du support qui vous sera envoyé en début de semaine prochaine. D'autre part, sur notre site internet, vous pouvez nous contacter et nous poser toutes les questions qui vous viendraient même ultérieurement après le webinaire. Donc surtout, n'hésitez pas. Une question de Jean-François. Elles arrivent, Samuel, en fait, les questions au fur et à mesure qu'on dit qu'on va couper. Jean-François qui demande combien de représentants du syndicat peuvent être présents à cette négociation. À ma connaissance, il n'y a pas de règle. Par défaut, c'est les délégués syndicaux qui sont légitimes à négocier. Et après, donc un par organisation représentative au minimum. Après, si vous souhaitez qu'il y en ait plusieurs, ça se négocie avec l'employeur, sauf erreur de ma part. Oui, j'aurais dit comme toi. Ça dépend aussi de la taille des entreprises et de vos pratiques habituelles dans le cadre des négociations.
même s'il n'y a qu'un seul négociateur par syndicat face à l'employeur dans le cadre de la négociation et que l'employeur ne veut pas avoir trop de tête face à lui, il y a tout intérêt à vous coordonner avec votre équipe syndicale et avec les autres syndicats entre les réunions de négociation pour parler d'une seule voix et puis parce qu'à plusieurs, on est plus fort et plus inventif que tout seul. De ce point de vue, et ça vaut aussi pour toute négociation, pas seulement sur ce sujet, il y a tout intérêt, si vous avez des désaccords entre syndicats sur des divergences de point de vue, à le garder entre vous pour faire face à la direction front uni et que la direction ne joue pas de vos éventuels désaccords, divisés pour mieux régner. Donc, il y a tout intérêt à ce que vous disposiez de réunions préparatoires pour préparer la négociation face à l'employeur. Voilà, donc je pense que nous avons fait le tour des questions. Donc, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Comme l'a dit Samuel, si vous avez des questions d'ordre plus privé, j'ai envie de dire, que vous n'avez pas forcément envie d'exposer ici ou qui vous viennent dans les semaines à venir, comme l'évoque quelqu'un dans le chat, vous pourrez toujours nous contacter. Soit via les numéros de téléphone que vous aurez sur le support, mais aussi à travers sur le site internet dans la rubrique Contact, notamment selon dans quelle région de France vous êtes situé, puisque nos équipes sont aux quatre coins de la France et bien plus que quatre coins. Pour ceux qui sont arrivés un petit peu en retard, éventuellement, je rappelle les dates de nos prochains webinaires. Donc, le 21 mai à 11 h, l'inflation, mieux la comprendre pour agir en conséquence. Et le 24 mai à 11 h également, la loi santé-travail, les nouveautés pour les élus de CSE. Donc, comme pour ce webinaire, vous vous inscrivez sur syndex.fr. Et d'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux que sont Facebook, LinkedIn et Twitter. Et vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter de Syndex sur syndex.fr. Je refais un dernier tour parce que pendant que je parle, il y a des gens qui écrivent dans le chat pour être sûr de répondre à tout le monde. Et merci à vous de vos commentaires et de votre participation. Et on vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Merci à tous. À bientôt à tous. Au revoir. Au revoir.